Votre invité dans la grande interview, Alain Minc, économiste, essayiste. Bon, on pourrait étayer justement la présentation. Bonjour. Bonjour. La bataille du pouvoir d'achat, et je parle de la bataille politique du pouvoir d'achat, elle est perdue, ça y est, pour l'exécutif? Elle n'est pas perdue en tant que telle, mais on est devant un vrai problème difficile parce qu'il y a la perception, il y a la réalité. Et d'une certaine manière, la perception a pris le pas sur la réalité. Exactement. Et avec la cristallisation sur l'affaire du prix du fuel, qui ressemble un peu à ce qu'était le prix des farines au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, espèce d'indicateur dans l'esprit des gens qui va très au-delà même de la valeur chiffrée. Et la contradiction est à certains égards très difficile à surmonter. Oui, pour des gens de milieu modeste qui vivent à 30 km de leur emploi, qui vont avec des voitures, parfois une ou deux, s'ils n'ont pas les mêmes horaires, des voitures en mauvais état, c'est un choc de pouvoir d'achat réel. De l'autre côté, les mêmes, comme vous, comme moi, disent on ne peut pas continuer comme ça sur le plan climatique et il faut évidemment réduire les émissions de CO2. Et de ce point de vue, que n'a-t-on entendu pendant des décennies pour réclamer une taxe carbone? Alors on voulait être ému avec une taxe carbone qui aurait été à zéro et qui aurait fait disparaître les émissions. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est une contradiction très très difficile à gérer et je pense que les pouvoirs publics ont l'honnêteté de dire les choses telles qu'elles sont. Et le Premier ministre et Emmanuel Macron l'ont dit. Et je pense qu'ils ont bien raison d'affronter malgré tout cette difficulté en excluant de reculer. Parce que si on recule, alors ça veut dire qu'on renonce à toute mesure destinée à combattre, non pas mettre fin, mais combattre le réchauffement climatique. Mais est-ce que cette posture... Alors, il y a la posture « le travail doit payer » d'un côté, hein, où on a eu cette répercussion, cette résonance par rapport à l'augmentation ici et là, l'augmentation de la CSG pour les uns, avec des avantages pour les autres. Le travail doit payer, c'est bien que c'est retiré aux uns pour donner aux autres. Mais là aussi, donc sur la cristallisation de la grogne, sur cette fiscalité des carburants, là aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu cette obsession de maintien de cap, de pragmatisme? Est-ce qu'on ne se confronte pas justement à un fossé qui se creuse? Ça, vous ne pouvez pas parler d'obsession, maintenir le cap pour ce qui devrait être la nature même de la politique, c'est-à-dire faire ce qu'on a dit. On ne peut pas faire grief à ce gouvernement de cela. Alors après, ça tombe à un moment où la croissance économique ralentit. Ça tombe à un moment où, en effet, l'envolée il n'y a certainement pas une entreprise, il y a 3 ans, qui avait mis un prix du baril à 80 $. Aucune. Bon. Alors, c'est l'effet des contingences géostratégiques. Oui, c'est ça. Le gouvernement peut jouer sur la fiscalité, donc mais pas sur le prix du pétrole. Le gouvernement, là, prend son risque, mais il le prend d'une manière qui est totalement respectable. Emmanuel Macron a entamé depuis hier une itinérance mémorielle selon la formule consacrée. 11 départements, 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut qu'il renoue justement dans ce contexte avec les Français. Il y a une opération reconquête? Reconquête ou non, il est clair que quand on va une semaine à la rencontre des Français, c'est nécessairement pour que se recrée ou que se crée un lien avec eux. Mais je trouve cette affaire assez séduisante. D'abord parce qu'elle va être un formidable rappel mémoriel, en effet, et que ça a de l'importance en particulier pour les jeunes générations. Deuxièmement, ça renoue avec une vieille tradition qui était les voyages tels que De Gaulle les avait pratiqués, qui parcouraient comme ça une région. Et troisièmement, dans une société où les corps intermédiaires sont faibles, en particulier les syndicats, les associations, les partis politiques, dans un système où le pouvoir, vu nos institutions, est fort, il est clair qu'il n'y a pas d'autre lien possible qu'un lien direct avec la population. Donc ce que fait là Macron me paraît très conforme à l'esprit de nos institutions et ça ne se passerait pas dans une démocratie purement parlementaire. Une rencontre vers les territoires justement, on a vu qu'il y avait des mois de crispation autour de l'emploi, autour de l'industrie. Là aussi, il y a un moyen de renouer, d'aller discuter directement avec les territoires. Écoutez, on ne peut pas lui faire le grief de ne pas aller au contact et de ne pas aller au contact dans les endroits les plus difficiles.
Donc, de ce point de vue, il n'y va pas avec les habits de président des villes et des métropoles. Non, il va à la rencontre d'un monde rural qui Il va à peut-être ne la l'a pas rencontre élu. Mais bien sûr, Macron a été élu pour l'essentiel par les grandes villes et les métropoles. Je veux dire, dans les villes comme Strasbourg, Bordeaux ou Paris, il a fait 90% au deuxième tour. Donc c'est bien qu'il aille à la rencontre de ceux qui ne l'ont pas élu. Et je crois qu'en l'occurrence, aucune critique ne peut être faite à cela. Dans ce voyage véritablement d'itinérance mémorielle, il y a aussi un symbole, on arrive à une échéance importante aussi que sont les élections européennes. Il y a un symbole qui est l'Europe évidemment, de ce centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il a martelé aussi le message d'une Europe forte et de cette vague de populisme. On l'a vu, il y a eu toute une polémique notamment sur ce clip avec pointant Orban et puis Salvini. Bon, on laisse de côté la polémique. On attend une image avec Angela Merkel notamment. On est dans les pas d'Helmut Kohl et de François Mitterrand, d'une Europe forte. Non, mais je crois que vous avez abordé plusieurs sujets. Tout à fait. À la fois. D'abord, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les élections européennes sont importantes ou très importantes. Pour vous, ce n'est pas une échéance? Je ne sais pas ce qu'est une élection avec 40% de votants. Je veux dire, c'est quand même... Alors oui, c'est un sondage. Deuxièmement, je ne sais pas ce qui est une expression politique profonde avec une proportionnelle intégrale, qui est d'ailleurs, pour le pouvoir en place, une machine, si je peux parler vulgairement, à se faire botter le derrière. Donc je pense que c'est une erreur de mettre autant l'accent sur les élections européennes. Ce n'est pas là que se joue l'avenir de l'Europe. Alors oui, l'avenir de l'Europe, il est sur la table aujourd'hui. Mais là où il se joue, c'est à Rome. C'est-à-dire que jamais nous n'avons été confrontés à une crise du style de celle qui est maintenant devant nous. C'est-à-dire un des pays fondateurs, pays membre de l'euro, qui prend une posture anti-européenne, qui va à l'encontre des règles qui ont été acceptées par tous ses prédécesseurs, qui fait fi de la continuité de l'État italien, qui laisse apparaître, en tout cas du côté de la Ligue du Nord, des espèces de postulations un peu préfascistes. Nous n'avions jamais connu ça. Je pense qu'on va aller vers un affrontement extrêmement violent entre les institutions européennes et le gouvernement de Rome, l'actuel et probablement celui de demain, car j'estime que M. Salvini fera tout pour prendre le pouvoir pour lui. Il avait 17% des voix, il est à 38% dans les sondages. Et comme tous les gens ayant disons, une formation un peu préfascisante, il fait prévaloir la politique sur l'économie. Donc ce sera un affrontement extrêmement, extrêmement dur, et la seule réponse à cet affrontement, c'est en particulier que la France et l'Allemagne, qui seront accompagnés bien sûr par l'Espagne et par tous les autres pays plus petits, tiennent bon et tiennent fort. Alors après, que les symboles y apportent leur contribution, tant mieux, oui. Je pense qu'en plus, c'est une manière, pour une Madame Merkel sur le départ... Oui, c'est ça. Est-ce que ça ne va pas affaiblir le couple franco-allemand, la perspective de son départ? Le couple franco-allemand, il est affaibli depuis le résultat des élections de septembre 2017. Macron et Merkel avaient fait un agenda européen. Cet agenda européen est resté dans le tiroir. Pourquoi ? Parce que Merkel n'a plus les moyens politiques de le délivrer. Elle n'a plus la latitude. Donc ça, il faut partir de cette réalité. Mais peut-être que s'il y a une crise politique en Allemagne qui aboutit à un gouvernement entre la CDU et les Verts, parti extraordinairement pro-européen, soutenu de gré ou de force de l'extérieur par les socialistes, qui ne pourront pas aller contre leur nature profonde, peut-être y aura-t-il à ce moment-là un pouvoir allemand qui retrouvera une liberté de faire. Mais en effet, la France seule n'est pas assez forte pour imposer à l'Europe un rythme de réforme significatif. La France et l'Allemagne ne l'est pas non plus. Donc espérons que la situation politique allemande finisse par se clarifier vraiment. Face à cette dérive politique en Italie, la dérive économique, on a encore eu des déclarations. Rome refuse de bouger sur son projet de budget. C'est Bruxelles qui en ressort affaibli. C'est la crédibilité de l'Union européenne dans ce bras de fer? Bruxelles a des moyens limités pour faire pression sur un gouvernement. Menaces de sanctions, mais qui ne sont jamais mises en pratique. Mais la vraie menace, elle ne vient pas de Bruxelles, elle vient des marchés. Je veux dire, le spread est aujourd'hui à 3.
7% pour les bons du Trésor italien. Si on va vers un affrontement très rude, il peut monter à 5-6%. Il était monté à 7% au moment de la sortie de Silvio Berlusconi du pouvoir. À ce moment-là, oui, c'est un affrontement entre les marchés et l'Italie. Quelles seront les conséquences politiques? Je n'en sais rien, parce que c'est dans ça que je reviens sur mon point. Le phénomène est nouveau. Quand vous avez un parti qui appartient au cercle démocratique classique et qui est mis dans les cordes par les marchés, il se couche ou il part. Mais un parti dont la nature même n'est pas une nature démocratique classique, et c'est un euphémisme, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que l'inconnue italienne peut aller jusqu'à un conflit extrêmement rude, qui peut aller jusqu'à voir les Italiens non pas sortir de l'euro, mais essayer d'émettre une deuxième monnaie, ce qui est arrivé en Californie il y a une quinzaine d'années. Donc c'est pas, cette deuxième monnaie évidemment décotera par rapport à l'euro, donc il y aura une crise extrêmement violente. Donc, je veux dire, pour nous, je veux dire, tout ce dont on a parlé avant, ce sont vraiment, vraiment de toutes petites choses à l'aune du risque italien. Et ce sont véritablement maintenant les marchés qui arbitrent les risques politiques. On a vu des dossiers d'incertitude, c'est eux justement qui arbitrent véritablement. Ils l'ont toujours fait peut-être ? Mais ils l'ont toujours fait, ils continuent à le faire. D'ailleurs, de ce point de vue, on n'a pas assez mesuré que l'arrivée de Macron au pouvoir nous a fait passer du côté des pays du Nord. D'habitude, quand il y a une crise dans les pays du Sud, les autres pays voient leur spread augmenter, moins, et la France, qui est le plus nordique des pays du Sud, voit son spread augmenter, mais encore moins. Or là, notre spread ne bouge pas. C'est-à-dire que pour les marchés, nous sommes devenus un pays aussi sûr que les Pays-Bas, l'Allemagne, évidemment. C'est un marqueur de crédibilité. C'est un marqueur de crédibilité. Justement, on voit avec les marchés une extrême nervosité, une extrême volatilité au gré des bonnes et des mauvaises nouvelles, notamment à l'image des déclarations sur la guerre commerciale. Il y a aussi la question d'une fin de cycle. Est-ce qu'on arrive dans un changement d'orientation sur ces marchés, une tendance qui change ? Écoutez, il est clair qu'il y aura à un moment donné une dégringolade des marchés. Une fin d'euphorie. D'abord, le capitalisme, sa respiration, ce sont les hausses et les baisses. Quand? Personne ne le sait, mais elle aura lieu. Quelle ampleur? Personne ne le sait. Et surtout, à mon avis, quelle nature? Parce que si c'est une crise du style 97, 2002, 87, c'est une crise boursière, on remet de l'argent dans la machine, les cours remontent. Si c'est une crise de type 2007, infiniment plus grave, parce que c'est une crise bancaire, c'est-à-dire disparition de la confiance dans le système bancaire, et donc à ce moment-là, le système économique se congèle, c'est infiniment plus grave. Moi, j'ai tendance à penser que ce ne sera pas une crise bancaire parce que l'ensemble des mesures d'encadrement qui ont été imposées aux banques a d'une certaine façon transformé les banques en quasi-services publics. Aujourd'hui, la rentabilité d'une banque, c'est la rentabilité d'une compagnie électrique, pas plus. Des fonds propres quand même très abondants. Donc je pense qu'on ira vers une crise financière plus classique, temporaire, et qui permettra à chacun de souffler un peu. Bon, des marchés qui ne seront pas à l'abri de nouvelles déclarations de Donald Trump avec l'échéance des midterms dès demain. Je voudrais revenir avec vous sur l'entrée en vigueur d'une nouvelle salve de sanctions américaines contre l'Iran et notamment contre les exportations de pétrole iranien. On a l'impression que le dossier s'est un peu dégonflé avec les dérogations sur 8 pays. Est-ce que Donald Trump n'essaie pas directement de parler à ses électeurs, de contrôler le cours du pétrole? C'est ça la clé. Ce sont deux choses différentes. Les dérogations sont une manière d'éviter que le cours du pétrole ne s'envole trop. Dérogations très temporaires. Mais ça ne touche rien au scandale absolu que sont les sanctions secondaires. C'est-à-dire interdire à des entreprises de pays tiers, s'ils commercent avec l'Iran, d'avoir une activité aux États-Unis, leurs actifs sont en risque, ou une activité commerciale. Je veux dire, il y a peu eu, depuis la dernière guerre, d'expressions aussi violentes d'impérialisme américain. C'est insupportable. Alors une fois qu'on a dit que c'est insupportable, malheureusement la réponse n'est pas simple. Pourquoi? Parce que vous pouvez essayer de faire un canal pour préserver quelques exportations vers l'Iran, mais vous ne pouvez pas demander à une entreprise pour laquelle les États-Unis sont un enjeu majeur de faire une croix sur les États-Unis pour vendre quelques biscottes à l'Iran. Donc on est, et si le gouvernement américain
qui là abuse évidemment du privilège du dollar, c'est-à-dire le fait que toute entreprise commerce en dollars. Si le gouvernement américain ne revient pas à des vues plus raisonnables, on est furieux et passif, et on ne peut pas ne pas être passif. L'Union européenne apparaît comme la grande perdante mais, dans cette équation. Mais c'est pas tellement l'Union européenne, c'est que c'est là qu'on voit qu'il n'y a encore dans le monde qu'une monnaie de réserve, une seule, et qui est le dollar. Vous ne pouvez pas imaginer une multinationale qui fasse une croix sur le dollar. C'est pas vrai, c'est pas possible. Et on ne peut pas jeter la pierre aux entreprises qui ont quitté avec armes et bagages très vite l'Iran, malheureusement. Du côté justement de ces dérogations, je reviens sur les dérogations en 8 pays, on attend la liste exacte. L'Inde, la Corée du Sud, le Japon, Corée du Sud et Japon pour l'heure des alliés importants. La Chine également, on s'adresse plus à la Chine qu'à l'Union européenne parce que la Chine, il y a ce nouveau front. L'Union européenne, elle est sensible au prix du pétrole, donc si on tient le prix du pétrole pas trop haut, ça l'aide aussi. Mais pour elle, la ressource iranienne stricto sensu n'est pas essentielle. Et la Chine, c'était aussi l'occasion de menacer justement et pas d'ouvrir un autre front en plus de cette guerre commerciale? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que la stratégie américaine à l'égard de la Chine mélange des erreurs considérables et, à certains égards, certaines habiletés réelles. Donc je ne sais pas. C'est-à-dire certaines erreurs? C'est-à-dire qu'à la fin des fins, et mon antipathie, comme la vôtre, j'imagine, pour le président Trump est immense, mais il n'empêche qu'il a soulevé un ou deux problèmes avec la Chine qui étaient justes, et il a quand même mis la Chine sur la défensive, sur le plan du vol des technologies, sur le plan des brevets, sur le plan de l'absence de réciprocité. Ce que je crois, c'est que tout ceci a été fait sans grâce et que ça aurait pu être fait avec un peu plus de grâce. On verra la suite justement de ce dossier où on a là justement des contradictions, notamment en termes de résolution ou non du dossier sur la guerre commerciale. Merci Alain Minc d'avoir été dans Ecorama aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes économiste et essayiste. Vous étiez l'invité de la grande interview.